Pour moi, il y a pas de cinéma s'il n'y a pas de travail sur la bande son, quoi. J'ai besoin que ce mariage soit complet, quoi. Donc je travaille énormément l'image, mais après ma bande son est aussi énormément travaillée. Et la musique pour moi est vraiment très très importante, quoi. J'aime bien jouer avec une musique qui se confond avec les ambiances et qui finit par prendre le dessus comme ça. Une musique très présente, très enivrante. On se croyait immortel. J'avais vraiment cette idée d'un film d'aventure début du XXe siècle avec une musique très cold wave qui était assez c'est comme un paradoxe par rapport à l'imagerie que je mettais en place. Mais après, voilà, il y a des morceaux que j'ai conservés qui me semblaient importants à certains moments, comme un morceau de Nina Hagen, un morceau de Cluster, de Nora Orlandi, qui est une grande musicienne de films italiens des années 70. Quand j'écris, je me crée une sorte de bande-son comme ça, idéale, avec plein de morceaux, qui m'accompagnent pendant l'écriture. Ça se garnit au fur et à mesure que j'avance. Je trouve des idées grâce à la musique, c'est-à-dire que j'écoute des musiques comme ça, souvent en train, mais ça peut être aussi chez moi, et c'est là que les images arrivent. Donc vraiment, la musique est très 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 importante. Et donc après, cette bande-son idéale m'accompagne pendant toute l'écriture, la fabrication du film, et puis c'est une bande-son que je vais oublier en grande partie au moment où le film se termine. J'avais une sorte de maquette comme ça, musicale, avec des choses que j'avais pu prendre à droite à gauche. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de musique de Disaster Peace, c'est un musicien qui a fait la musique d'It Follows, et j'avais utilisé des musiques qu'il avait fait pour des jeux vidéo, parce que j'avais peut-être l'idée de le solliciter. Et voilà, j'ai donné ça à Pierre, mais on s'en est détaché complètement. On est parti ailleurs. Ce qui était intéressant, par exemple, avec le morceau de Cluster que j'utilise dans ce que j'appelle le Jardin d'Éden, c'est que la séquence a une connotation sexuelle assez forte. Des garçons boivent comme ça un arbre allé avec des fruits phalliques qui éjaculent du lait en quelque sorte, ou un liquide blanchâtre. Mais je voulais que ce soit plus ambigu que ça. Et donc la musique de Cluster amène quelque chose de très enfantin. Et donc tout d'un coup on se dit, est-ce que ce sont des ados libidineux ou est-ce que ce sont des enfants qui retrouvent le lait maternel ou le sein maternel? Et ça, Cluster m'aide à contrebalancer par rapport à cette séquence. Et ça, c'est typiquement des choses vraiment importantes pour moi, de pouvoir penser en amont ces musiques-là, et que la musique ne vienne pas illustrer, mais amener un contrepoint par rapport à ce qui se passe, quoi. Le groupe Scorpion Violence m'avait fait quelques morceaux, j'en avais conservé 2, que Pierre a réorchestré ou arrangé, je sais pas comment dire, où tu as rajouté une couche sur du Scorpion Violence. Oui. Et puis des morceaux aussi d'Éclat, qui est une musicienne islandaise que je connaissais par sa mère, qui avait une maquette comme ça d'album, et donc j'ai eu accès à ces morceaux, et j'en avais mis quelques-uns sur l'île, comme en quelque sorte l'identité de l'île. Mais j'avais besoin vraiment d'une musique qui englobe tout, qui crée le ciment du film, le cœur, qui amène de l'émotion. Voilà, et ça c'est le travail de Pierre, tout ça. C'est vraiment vers la fin de la post-production que j'ai rencontré Pierre, où je me suis aperçu que ça devenait de plus en plus compliqué, cette idée de créer un patchwork. Moi je me méfiais beaucoup des musiciens de films. J'avais l'impression que c'était des types qui prenaient en otage les films et puis qui faisaient des propositions, et qu'on était un peu coincé avec leurs propositions et qu'on n'avait pas trop le choix et il n'y avait pas trop de dialogue possible. Mais c'est pas du tout le cas avec Pierre, quoi. Déjà qui a la patience de m'écouter dans mes directions contradictoires et dans mes hésitations parfois, parce que je peux revenir en arrière sur des premières intuitions que j'ai par rapport à l'image, et voilà, est très 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 souple par rapport à ça. J'avais déjà travaillé avec un musicien qui s'appelle Frédéric Acquaviva, qui est plus de la musique expérimentale, qui a souvent signé d'ailleurs les musiques qu'il faisait pour moi avec des pseudos, Ervan Eck, mais et après un peu avec Gedelia Tazartes. Mais voilà, là, c'est un virage plus pop que j'avais envie de prendre. Ah, je suis plus pop. T'es plus pop. Okay. Comment la rencontre s'est faite, du coup
Bah, c'est le producteur Emmanuel Chaumet qui nous a mis en relation. Et voilà. Et ça a tout de suite accroché, quoi. Ouais. Et je me souviens que la première musique que tu as faite, c'était celle du procès et qui m'a complètement subjugué. À la base, je suis batteur de hardcore. J'ai fait beaucoup de musique violente. J'ai découvert la musique expérimentale, la noise. J'écris des chansons pop aussi. T'étais un garçon sauvage. Ouais, voilà. J'ai un peu de mal à catégoriser un univers, et la musique de film, j'évolue dedans depuis 3 ans, donc c'est pas comme si j'avais une sorte de direction dans ma capacité à créer des musiques de film. Ça dépend vraiment des réalisateurs avec qui je travaille. Mais je crois qu'on avait quand même pas mal d'influences communes dans notre rapport à la musicalité et aux matières sonores étranges. Son rapport à la bande-son, c'est qu'elle n'existe pas. Donc, comme l'image, il faut la penser. Donc, il faut autant rediriger des acteurs a posteriori pour les post-synchro que trouver des bruitages. Et du coup, à partir du moment où on commence à explorer un pan de la musique qui est composé de bruit, il y a forcément un enchevêtrement pour imaginer une bande sonore et une bande musicale, et elles se croisent en permanence. Du coup, l'avantage, c'est que j'écris pas la musique, je la fabrique souvent. Enfin, je commence à en écrire des petites portions, mais j'ai pas cette porte d'entrée du compositeur, j'ai plutôt celle du fabricant ou de l'artisan. Je suis plus proche de Luc Ferrari que d'Alexandre Desplat, quoi. Et j'imagine que c'est pour ça que aussi Bertrand se heurte pas à un orgueil de l'écriture, mais bien quelque chose qu'on fait avec les mains. Donc lui, il arrive avec ses mains, il les met dedans, il prend les morceaux, on les retourne, on les rebricole. Je regarde le film sans son à un moment donné, avec des sous-titres pour voir si ça fonctionne. Et là, vraiment, c'est l'épreuve qui fait un peu trembler l'édifice, parce que si je m'ennuie ou si je m'endors 10 fois pendant le film, c'est que ça va pas. Et donc, pour moi, ça doit vraiment fonctionner sans son. Mais de la même manière, la bande-son, je dois pouvoir l'écouter sans les images et voir si je suis pris et porté. Et après, forcément, la communion des deux. Hein. La plupart des musiques que j'ai faites ont été déplacées par Bertrand et mises ailleurs. Donc du coup, il fallait réadapter les musiques en termes de durée ou en termes de variation. Oui, c'était un jeu permanent. C'est-à-dire que Pierre me livrait une musique en me disant « je pense que ça, c'est pour tel endroit ». Et immanquablement, je mettais ce morceau ailleurs, quoi. Mais c'était pas par esprit de contradiction, c'est que tout d'un coup, il y avait une évidence peut-être par rapport à un autre passage, et ça me permettait de bousculer peut-être un peu la musique, je sais pas. Oui, mais Ouais. j'ai l'impression que ça marche toujours un petit peu comme ça, c'est-à-dire que c'est comme si l'ennui se faisait très rapidement et que tu te transformais en pierre. Et que le seul moyen de te remettre en mouvement, c'était de créer de la surprise. Et du coup, j'imagine que tu es toujours en train d'essayer de te surprendre en déplaçant des morceaux. Ou alors, en plus, ce qui est très plaisant, et je pense que c'est là où tu déplaces les musiques, c'est que je fais une musique qui correspond à une durée. Donc elle commence bien, elle se termine bien. Ça, c'est comme si ça t'ennuyait énormément. Du coup, tu la prends et tu la mets dans une séquence trop courte ou trop longue. Et ça va créer des liens avec l'image et ça va te permettre de rebondir et de te donner d'autres idées qu'on avance sur la bande-son. C'est bien de pouvoir s'accaparer le travail du musicien et qu'il accepte, hein, qu'on puisse faire ses coupes, etc., maltraiter sa musique. Mais après, c'est ne pas l'exclure du processus de création. Et Pierre a cette ouverture d'esprit, cette générosité qui fait que, voilà, c'est peut-être certains musiciens pourraient mal le vivre, mais je lui dis, je suis désolé, j'ai fait ça et tout. Et il comprend tout de suite, et donc il va pouvoir affiner sa musique, la reprendre justement pour que ça marche encore mieux, quoi, par rapport à mes grosses paires de ciseaux. Le rapport à l'émotion est assez présent, hein, dans ce qu'on cherche finalement. Au bout d'un moment, je finissais toujours par te dire, mais je veux vraiment qu'il y ait de l'émotion à ce moment-là, je veux vraiment qu'il y ait de l'émotion, c'est vraiment C'est à peu près les seules choses dont on parle. En fait, Ouais. on a très peu de rapports théoriques à la manière dont on fait la bande-son, parce que de toute manière, Bertrand sera une espèce de force organisatrice de la musique, vu qu'il va les reprendre, les couper, les répéter. Donc, sur la plupart des films où je travaille, je pense une sorte de trame, une logique, une dramaturgie musicale. Avec Bertrand, on parle peu de ça.
c'est quelque chose qui doit venir d'ailleurs, quoi, comme beaucoup plus souterrain. Pour moi, la musique est une rivière souterraine. Et donc voilà, il y a le sol avec l'image qui se passe, et puis il y a la rivière souterraine qui gronde en dessous, qui remonte, qui passe par des cavités, des rapides. C'est un petit peu comme ça que je la vois, cette musique. Et elle vient guider le récit, mais je déteste l'idée de l'illustration. Il y a les voix qui sont pitchées, puisque ces actrices ont des voix de filles. Je voulais qu'il y ait des voix de garçons, donc on a travaillé sur la texture des voix. Il y a la voix off aussi, qui est très présente dans mes films, qui est pour moi, au-delà d'avoir sa fonction première de voix off, c'est-à-dire une narration qui vient soit appuyer, soit nous conforter dans ce qu'on voit, soit contredire ce qu'on voit, soit faire de l'ironie par rapport à ce qu'on voit. Vraiment, je me sers vraiment de ces trois dosages-là. Là, j'ai voulu travailler sur une double voix off, justement pour des histoires de musicalité, pour amener de la féminité dans cette voix off. Et tout de suite, j'ai vu ça plus comme une partition musicale. C'est-à-dire qu'il faut que ces voix chantent, en quelque sorte, et amènent un élément musical tout au long du récit. Et donc, elles doivent vraiment embrasser la musique sans la pénétrer. Ces voix de jeunes filles ou de jeunes enfants qu'on entend tout le long du film, c'est la voix de Pierre, mais qui n'est pas trafiquée du tout. Il n'y a qu'un interprète à part pour le dernier morceau, et je pense que c'est ça qui a été aussi plaisant, c'est que je jouais toutes les parties de toutes les musiques et je les chantais beaucoup, donc j'imagine que Bertrand pouvait comme avoir un dernier interprète à la fabrication du film, à qui que tu peux diriger sa voix. Il y a même ce jeune Castra. Oui, c'est vrai que je chante le Castra. Qui arrive dans le salon et qui va chanter sur Offenbach, et c'est toi qui le double, quoi. Okay. I want to be a wild girl, just wild girl on the way, in the sun, on the way. Au départ, il y avait l'idée de mettre Midnight Summer Dream des Stranglers, et puis les droits musicaux étaient trop chers pour nous, et donc il a fallu qu'on réfléchisse à un remplacement, et c'était pas facile. Non. Avec Elina qui chante, et Pierre a repris ce morceau, l'a digéré. Ce que moi j'ai aimé, c'est qu'on est allé vraiment vers une chanson pop assumée. Donc là, c'est vrai qu'on est dans une figure de style assez logique par rapport à un générique de fin. Fêter la fin d'un film, quoi. Exactement. C'est une fête. Ça s'ouvre au monde, quoi, aussi, parce que les filles vont conquérir le monde, donc on fait un morceau qui s'ouvre au monde en quelque sorte. Pierre, c'est mon frère de cinéma, voilà, et on va pouvoir travailler ensemble, et ça c'est très 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 excitant, quoi, de se dire que on s'est trouvé, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, Pierre. C'est vraiment très gentil. C'est bien sur le long terme, on verra plus tard, mais c'est vrai que c'est comme les tandems du cinéma où il y a une alchimie finalement. Ben oui, tout à fait. Ouais. Et après, il faut pas que l'un lasse l'autre, quoi, parce que voilà, c'est peut-être que Pierre sera peut-être ras-le-bol de mes images, etc. Donc, mais voilà, ça tout d'un coup, ça a été une révélation. Je me suis dit waouh, c'est voilà le musicien dont je n'osais pas rêver. Et ben écoute, tu vois, c'est des déclarations comme ça. C'est ça.